Vizinho da nação mais rica do mundo e sob sua área de influência, o continente latino-americano atravessou o século XX sem chamar muita atenção da velha Europa, tanto do ponto de vista acadêmico quanto da política de Estado e da economia. No século XXI, mais e mais cabeças se voltam para essa região até então pouco frequentada pelos pesquisadores da periferia global. Está na moda pensar a América Latina, entendê-la, reforçar laços frouxos e, sobretudo, fechar bons negócios que estimulem um intercâmbio em diferentes áreas com o nosso pedaço do Sul, melhor posicionado agora na geopolítica mundial. O cientista político Georges Couffignal é testemunha inconteste dessa guinada europeia. Diretor da Escola de Altos Estudos da América Latina da Universidade de Paris, ele viu multiplicar nos últimos anos o número de alunos interessados em aprofundar seu conhecimento nas múltiplas disciplinas que a escola oferece. Autor de uma extensa obra sobre a América Latina, ex-adido do Ministério das Relações Exteriores no México e no Chile, Couffignal esteve no Rio, na esteira do ano França-Brasil, para participar do seminário Olhares Cruzados sobre a Economia e Sociedade, e revelou ao milênio a sua visão particular sobre o passado, o presente e o futuro do continente. Professeur, dans le séminaire que nous venons d'assister, vous nous avez parlé d'une Amérique latine qui seulement dans les années 80 du XXe siècle s'est mise à la recherche de l'Amérique latine, au moins d'une façon plus systématique. À quoi doit-on ce décalage d'une découverte? Là, il y a une sorte de redécouverte de l'Amérique latine, mais en tant qu'ensemble. Pendant tout le 19e siècle, 18e, 19e, début du 20e, l'Amérique latine, c'était un certain nombre de pays qui étaient des terres de migration. L'Argentine, le Mexique, le Brésil, c'était des pays, mais pas un ensemble. Et puis, tout au long du 19e, tout au long du début du 20e, il y a des histoires difficiles. Les frontières ne sont pas totalement définies. Il y a, à la fin du 19e, des conflits armés assez importants. Donc ce sont des pays qui existent. Et des pays qui, bien souvent, sont considérés comme peu fréquentables, des dictatures personnelles ou personnalisées, Stroessner, Somoza, Batista, Duvalier, des noms sinistres. Et puis, il y a dans les années 70 toute cette vague de dictature qu'il y a, de dictature militaire, qu'il y a en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Dans la décennie de 1980, il se passe deux choses tout à fait fondamentales. La première, c'est que les conflits centra-américains sont exacerbés par, en particulier, les États-Unis, dont le président à cette époque, Ronald Reagan, avec les Contras, avec la guerre civile au Salvador, a une lecture de ces conflits qui est uniquement en termes Est-Ouest. Et les pays d'Amérique centrale commencent à dire qu'il ne faut pas avoir une lecture Est-Ouest, et les voisins créent le groupe Contadora, Mexique, Panama, Venezuela, Colombie, pour dire attention, il y a une lecture de ces conflits qu'il faut rechercher dans les structures sociales de ces conflits, beaucoup plus que dans une structure Est-Ouest. Et à la fin des années 80, ce qui a tout changé complètement la donne, c'est que la chute du mur de Berlin va faire en sorte qu'on ne peut pas revenir en arrière, car la démocratie devient le seul modèle politique légitime. Et le deuxième fait, et je suis un peu long, excusez-moi, mais ça c'est un peu le défaut des universitaires. Le deuxième fait tout à fait fondamental, c'est que en 1986, l'Espagne et le Portugal adhèrent à la communauté européenne. Alors pourquoi est-ce fondamental? C'est fondamental d'abord pour l'Espagne, parce que l'Espagne sort d'une longue parenthèse, qui est la parenthèse franquiste, où elle s'était refermée sur elle-même. Et elle redécouvre
les deux espaces qui sont les siens historiquement, les deux espaces de projection à l'extérieur, l'espace latino-américain et l'espace de la Méditerranée. L'Europe appuie Contadora lorsque les conflits centra-américains se stabilisent, se pacifient, se terminent avec le plan Esquipulas de Oscar Arias en 87. Décembre 87, à Rio, se constitue le groupe de Rio, d'abord entre les 4 pays initiaux du groupe Contadora et les 4 groupes pays d'appui, Pérou, Argentine, Brésil, Uruguay, oui. Et puis ce groupe de Rio va progressivement s'enfler pour être aujourd'hui constitué avec vraiment tous les pays de la zone. En décembre dernier, Cuba, à la demande du Brésil, est rentré dans le groupe de Rio. Et c'est une instance de concertation, et une instance de concertation face à l'Europe en particulier. Le groupe de Rio, qui n'a aucune existence juridique, qui n'est pas un traité intergouvernemental, etc., a une représentation en tant que groupe de Rio à Bruxelles, auprès de l'Union européenne. Et il y a des dialogues qui vont naître entre l'Europe et l'Amérique latine. C'est pour ça que c'est une découverte, non pas des pays, les pays on les connaissait depuis toujours, mais l'Europe en tant que quantité collective d'un certain nombre de pays européens découvre un autre ensemble collectif qui est l'Amérique latine. Mais je crois qu'on peut dire que ce retrouvaille de la famille latino-américaine de la part des Européens a correspondu à une retrouvaille de la famille latino-américaine par elle-même. Quels sont, à votre avis, les changements les plus marquants de cette période? C'est l'enracinement de la démocratie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point fondamental de la période actuelle, c'est que, après une décennie qui a été dramatique au plan économique, avec des applications imposées, mécaniques, des ajustements structurels, le consensus de Washington, etc., on a des économies qui sont actuellement, pour employer le jargon des économistes, avec des fondamentaux solides. Et l'Amérique latine est certainement l'une des régions qui, aujourd'hui, est peut-être plus solide que d'autres face à la crise actuelle, du monde actuel, parce que ses fondamentaux sont solides. Ceci étant, et c'est ma troisième observation, c'est la question des inégalités. L'Amérique latine est la région au monde la plus inégalitaire. Et certes, il y a des politiques sociales qui sont très performantes pour résoudre des problèmes de pauvreté. Par exemple, ici au Brésil, toutes les politiques sociales mises en œuvre par Cardoso, puis développées et multipliées par Lula, sont exceptionnelles pour résoudre un certain nombre de questions de pauvreté. Mais elles ne résolvent pas le problème central des inégalités. On ne peut pas résoudre les problèmes d'égalité sans avoir des politiques éducatives, des politiques de redistribution des revenus, des politiques de santé accessibles à tous, qui sont des politiques structurelles. Et ça, moi je ne vois nulle part des gouvernements qui abordent de front ce problème.